Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est 20 ans d'expérience dans la formation avec plus de 300 programmes, plus de 1000 sessions programmées chaque année sur des sujets variés. Que vous avez sur la slide qui suit, donc le management, les ressources humaines, le numérique, les marchés publics, la gestion technique, et puis bien évidemment, depuis quelques temps maintenant, l'intelligence artificielle au service des collectivités, sujet qui va nous intéresser ce matin. Nous sommes là pour cela en compagnie de Miguel Luzana Joris, qui est le fondateur de la structure Zoom Politikon, qui accompagne depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, les décideurs publics. 20, mon Dieu, j'en ai oublié quelques-unes, qui accompagnent donc les décideurs publics dans la conception des politiques de territoire, dans la mesure de leurs impacts sociétaux, et puis tout ce qui est gestion des ressources humaines, recherche de financement public. Et c'est donc avec lui que nous allons parler de l'IA au service des processus budgétaires locaux. Donc, vous le voyez, il anime à nos côtés une formation sur l'IA au service des budgets dans sa collectivité, de la gestion financière de votre collectivité. On a une session qui se déroule lundi prochain, donc il est encore temps de vous y inscrire si vous le souhaitez, mais il y a 2 autres dates prévues d'ici la fin de l'année, les 5 novembre et 16 décembre. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre site. Et puis, je vous rappelle, vous êtes beaucoup de financiers autour de nous ce matin, je vous en remercie. Notre journée annuelle incontournable sur le décryptage du plan de loi de finances 2026 qui se déroulera donc à Paris ou en distanciel le 20 octobre prochain, en espérant d'ici là que nous aurons effectivement un projet de loi de finances comme il se doit. Donc là aussi, rendez-vous sur notre site pour découvrir cette journée et vous y inscrire comme vous êtes des centaines à le faire chaque année. Voilà, donc je vais laisser la parole à Miguel. N'hésitez pas tout au long de son intervention à lui poser des questions. Vous avez un petit module point d'interrogation qui vous permet de le faire et je les lui relayerai en fin de webinaire. Je vous laisse donc la parole, Miguel. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci Laurence. Oui, effectivement, lundi, on aura une formation un peu plus approfondie que celle d'aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, c'est juste un extrait de cette formation-là. Alors, le sujet qui était proposé, c'était effectivement comment on fait pour utiliser l'intelligence artificielle dans tout le cycle budgétaire, mais j'ai envie de dire plus largement dans le cycle du pilotage d'une collectivité et de l'évaluation des politiques publiques. Et puis, il y avait dans l'accroche là cette petite dimension sur ce sujet, abordant notamment la notion de budget soutenable pour les collectivités. Donc, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup, évidemment, c'est énormément de sujets autour du cycle budgétaire. Mais l'idée, c'est de balayer un peu tout depuis le début de la conception d'un projet de territoire jusqu'à son évaluation finale et d'adaptation des finances qui vont avec. Voilà. Donc, comment utiliser l'IA dans l'ensemble du cycle d'élaboration, d'exécution et d'évaluation du budget, comment réaliser vérifier la soutenabilité du budget, qu'elle soit financière, environnementale, économique ou sociale. Et du coup, comment est-ce qu'on peut aider les élus, ou l'administration bien sûr aussi, mais les élus dans la prise de décision dont on a besoin au moment de la préparation budgétaire. Une petite note ici pour dire que notre présentation s'inscrit globalement dans le cycle de l'évaluation des politiques publiques. Alors, j'ai pour préparer ce petit webinaire, regardé une ou deux collectivités comme ça, et le Pic Saint-Loup par exemple, la communauté de communes du Pic Saint-Loup, et la petite commune de Vauvenargues, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des petites communes là autour de la table. Et puis, au moment de l'élaboration du ROB, il y a plusieurs sujets qui peuvent être traités, l'analyse rétrospective, la prospective, etc. Et donc, ça a permis de structurer un webinaire autour de ces dimensions-là. Très vite, le cycle de l'évaluation budget. Deux mots sur la façon de créer un projet IA pour travailler sur nos questions financières ou évaluatives, un cadre de vision stratégique pour
avoir des capacités ou des modalités de dialogue avec les élus qui ne soient pas uniquement celles de la nomenclature comptable, mais qui renvoient à leur politique publique. Et puis du coup, on abordera quelques éléments, pas tout, hein, mais la rétrospective, quelques éléments de la prospective, comment tout ça peut se traduire dans une PPI, quels sont les indicateurs associés, comment on les crée rapidement avec l'IA sur nos politiques publiques et les dimensions financières. On ira faire un petit tour du côté des cotations, puisqu'on a dit qu'on regarderait comment rendre un budget soutenable, ou comment en tout cas coter un budget soutenable, c'est d'actualité. Et enfin, quelques diapositives sur l'aide à la décision pour les élus dans ce cadre-là. Bon, très rapidement, hein, vous m'avez déjà présenté, Laurence, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille avec les collectivités locales dans différentes structures comme PwC, KPMG, Sémaphore, etc. Et ma propre structure aujourd'hui, Zone Politicon, et donc on travaille depuis l'élaboration des projets de territoire jusqu'à la mesure des impacts finaux. Alors juste un point pour dire, alors ça c'est généré par Claude, j'ai utilisé plusieurs IA pour préparer ce webinaire, mais en particulier ChatGPT et Claude. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est celles qui sont aujourd'hui probablement les plus puissantes ou les plus intéressantes en termes de restitution. ChatGPT étant très intéressante sur la capacité de traitement des volumes qu'on lui donne à digérer, et puis Claude étant un petit peu plus littéraire et faisant des choses un peu plus jolies à regarder. Bon, ce qu'il faut, voilà. Donc ça c'est, j'ai demandé à Claude, fais-moi un tableau, fais-moi un document du cycle budgétaire. Voilà ce qu'il a préparé. Et je dirais que, alors, nous on s'inscrit, je m'inscris moi dans cette démarche, enfin dans cette présentation, dans un cycle de l'évaluation des politiques publiques. Je ne vais pas le commenter plus que ça, mais en gros, on est bien entre la prospective, la mise en œuvre d'un projet de territoire, etc., la mesure des impacts ici, et donc l'analyse des ressources et la prospective financière est un des éléments, une des étapes de ce cycle-là. Quand on fait de la prospective, par exemple, bien sûr, on ne la fait pas que financière, on la fait aussi sur l'ensemble des projets qu'on aimerait bien mener au cours du mandat. Juste pour traiter de la question de quelle IA on utilise, en fait, on entend parler d'IA descriptive, prescriptive, générative, etc. D'IA générative, c'est celle qui nous aide à produire, à diffuser des résultats, bon, très bien, à analyser des documents. Mais on a aussi une IA, et c'est les mêmes, hein, en réalité, c'est la façon de les interroger, qui peut être prescriptive, c'est-à-dire qui peut nous aider à établir ou à réaliser des choix, et c'est ça aussi qu'on va voir tout à l'heure, en présentant des alternatives ou des injonctions contradictoires que nos politiques publiques peuvent nous proposer à certains moments. Je ne le commente pas plus non plus. Vous aurez de toute façon accès à ce support et vous pourrez l'investir un peu plus. Alors juste, avant de commencer, quand on veut faire une analyse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, il faut créer un projet. Ici, par exemple, donc on est dans ChatGPT. Ici, par exemple, on a la création, j'ai simplement pris IA et cycle budgétaire, c'est-à-dire en fait le sujet qui nous intéressait aujourd'hui. Et j'ai créé plusieurs discussions à l'intérieur de ce projet-là. Alors, pourquoi il faut faire ça? Juste rapidement, c'est que pour structurer une réponse globale, parfois, il faut être capable de mener plusieurs discussions de front et ensuite d'avoir une synthèse qui nous permet d'avoir les éléments qu'on souhaite avoir. Les IA sont très puissantes, mais elles peuvent aussi mélanger un peu les choses, se mélanger un peu les pinceaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai structuré la discussion sur le cycle budgétaire. Qu'est-ce que je vais présenter avec vous? Deuxièmement, j'ai dit, bon, allez, du coup, on va faire un audit financier rétrospectif avec une analyse de trajectoire jusqu'en 2031. Et puis, c'était ça, alors je ne sais plus si je l'ai mis, mais du coup, on va générer un ROB directement, comme si on pouvait le faire d'un clic unique. Juste pour travailler, il faut vraiment, alors il y a deux choses qui sont super importantes, ça c'est des préalables. La première, c'est d'avoir des sources de documents qui soient vraiment propres, claires et complètes. Donc là, par exemple, pour les analyses que vous allez voir tout de suite, j'ai pris dans une collectivité l'ensemble des journaux les journaux de la collectivité, les rapports d'activité, les budgets primitifs, les ROB qui ont déjà été établis entre 2020 et 2025, et bien sûr, j'ai rajouté le projet de territoire, simplement pour dire, voilà, par rapport à ce projet de territoire, est-ce qu'on a été bon ou pas bon?
Donc ça, c'est le préalable. C'est important parce que alors pour ceux qui sont très novices dans l'utilisation de l'IA, il ne s'agit pas juste de faire comme dans Google, lui poser une question en pensant qu'il va tout trouver. Il faut l'aider. Et je ne répéterai pas assez que effectivement la qualité de nos prompts, la qualité des réponses qu'on peut obtenir dépend de la qualité des questions qu'on pose et des sources qu'on donne à l'IA. Donc ça, c'est fondamental. On ne parlera pas de RGPD, ce n'est pas le sujet. Juste en préalable aussi, pour terminer, moi je travaille avec cette logique de cartographie des activités, segmentation stratégique, on l'appelle comme on veut. C'est une façon de donner, vous le verrez après, à nos analyses, une dimension, un peu politique, une lecture qui soit lisible par les élus et par tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc on aura des présentations qui reprendront on va dire les process, les grands axes des collectivités, les grands process qui sont liés aux compétences ou à la façon dont vous organisez la production de vos services dans vos collectivités. Alors, je vais commencer par un élément de prospective. Je mets audit financier, attention au fantasme de l'hyperpuissance de l'IA. Ce que je vous propose ici, et ici, c'est réaliser un audit classique des finances faisant apparaître les principales données de la gestion budgétaire à partir des documents joints au projet. Le projet, donc ça, c'est l'ensemble notre projet ici d'analyse lié au fichier que j'ai introduit, et tracer la trajectoire pour le BP de 2026. Alors, tout au long de cette présentation, il y a plein de, pour ne pas les faire en direct, je les ai enregistrés, de prompts qui nous permettent de voir ce qu'on peut faire. Alors, donc là, ce premier demande à l'intelligence artificielle va taper dans les documents qui ont été joints et propose une première analyse. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'analyse qui vous est présentée là, elle n'apparaît pas uniquement comme ça. C'est-à-dire qu'au préalable, il faut expliquer à l'intelligence artificielle ce qu'on attend d'elle. Donc là, pour ce prompt-là, je ne l'ai pas reproduit, je le reproduis pour d'autres éléments. Mais il faut donner à l'intelligence artificielle un cadre, un plan, quoi, dans lequel on lui dit voilà ce que je veux que tu me donnes. Donc là, il nous fait un certain nombre d'analyses qui vont. Alors, bien sûr, il faut toujours aller vérifier les données qui ont été générées. Mais là, disons que là, moi, j'ai été vérifié, on est bon. Et il nous sort là ici les principaux ratios liés à une analyse. Alors, bien sûr, là, on est dans une première analyse, on peut approfondir largement, c'est-à-dire qu'à chaque ligne qui a été produite, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, ici, il me dit la taux d'épargne brute. Bon, on peut très bien lui dire merci d'aller creuser un peu plus et de me générer un tableau ou un graphique, comme on verra tout à l'heure. Systématiquement, il nous donne quand même les sources, ça c'est important, de savoir où est-ce qu'on a été tapé. Pour ceux qui auraient la crainte que tout ça parte sur Internet, là, moi j'ai demandé à l'intelligence artificielle de rester sur les documents que je lui ai donnés et de ne pas aller ailleurs. Donc comme ça, je n'ai pas de données qui viendraient salir ou endommager mes documents à moi. Voilà, conclusion. Alors, on va pas à chaque fois le commenter ou lire tout parce qu'évidemment, on n'aurait pas le temps. Mais on voit que cette première analyse a donné un certain nombre de ratios qui sont intéressants en termes de rétrospective budgétaire. Je vais avancer un peu. Hop. Et je lui ai demandé, du coup, quelle serait ma capacité d'emprunt. Juste, je vais prendre cet exemple-là. Hop, là. Je vais travailler en musique. Voilà. Et donc, il va me générer un certain nombre de tableaux ou de graphiques. Voilà. Alors, toutes les intelligences artificielles ne produisent pas, vous verrez tout à l'heure, par exemple, ça c'est ChatGPT, vous verrez que, par exemple, Claude fait des tableaux qui sont bien plus jolis. Voilà. Mais ChatGPT, par contre, si vous voulez faire des images, est bien meilleur. Bon, Perplexity fait encore différemment. Et puis, on peut évidemment aussi utiliser le chat de Mistral qui offre un certain nombre
un certain nombre de présentations qui peuvent être toutes plus ou moins différentes. Donc là, effectivement, on a déjà des premiers tableaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle produit évidemment des données qui sont pas mal. Ça reste des données produites comme ça. On peut lui demander de nous extraire les données financières qui sous-tendent ce tableau-là, de façon à reproduire un autre tableau, par exemple dans Excel, ou toute autre solution qui pourrait convenir. Mais ça permet d'avoir déjà une première vision assez rapide, donc ça va très très vite, et puis d'engager au moins des réflexions, des discussions. Voilà, diapositive d'après. Je vais lui demander du coup d'éditer quelques ratios financiers sur l'analyse financière. Alors, je ne passe pas un temps fou sur ces éléments-là, parce que ça, c'est des éléments qui sont aussi produits potentiellement par les solutions de finance que vous avez. Donc, il ne s'agit pas d'aller dans ce que font déjà les logiciels métiers, même si effectivement ça aide à aller vite dans les questions à se poser. Mais on voit effectivement pour des collectivités qui n'auraient pas un outillage ou une ingénierie financière très développée, très importante, de pouvoir quand même générer un certain nombre de tableaux ou de documents rapidement. Voilà. Encore une fois, on peut faire une extraction avec Excel. Voilà. Et donc, on a un certain nombre de ratios qui sont proposés. Hop, je vais aller dans alors juste parce que je me suis dit, on va me dire, il faut parler de fiscalité, il faut parler de dette, etc. Donc, je me suis dit, voilà, je vais quand même traiter de la question de la dette. Et donc, sur la question de la dette, je lui demande, toujours pareil, alors, on est bien d'accord que tout ça, c'est le résultat de plusieurs discussions qui ont eu avec l'intelligence artificielle et qui lui permet de comprendre, un, ce que je veux, et deux, de savoir exactement où aller chercher les informations. Donc, là, ici, il fait une analyse de la dette, il regarde, voilà, chaque année, et il me fait un résumé sur le profil d'extinction de la dette, d'extinction de la dette, par exemple. Voilà, 9 lignes d'empruntes qui vont se réduire, etc. En résumé, cette collectivité gère sa dette de manière prudente, sécurisée, dette faible, risque, alors peu de risques, etc. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une collectivité qui a des difficultés, ce qui n'est pas le cas de celle-là. Mais quand même, je lui pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer la réduction de la dette? En fait, on peut discuter pendant des heures, et c'est infini, avec l'intelligence artificielle. Et puis, il va me dire, voilà, quelles sont les choses que je peux faire, renégociation des taux, rachat anticipé, voilà, des crédits, étalement priorisation des investissements, etc. etc. Et là, il me dit, point de vigilance, attention, cette collectivité a déjà une capacité de désendettement confortable. Peut-être que ce n'est pas utile d'engager des réflexions plus avant là-dessus. Il me fait une suggestion, hop, elle est passée trop vite pour moi, il me fait une suggestion. Alors, on peut se laisser porter par les suggestions, parce que des fois, elles sont tout à fait intéressantes. Surtout que souvent, les suggestions, ici, il faut bien voir, hop, les suggestions ici, elles sont souvent aussi la façon dont on a travaillé avec l'intelligence artificielle, et il sait un peu ce qu'on va lui demander. Donc, des fois, il anticipe, en disant, voilà, du coup, est-ce que vous voulez que je vous propose un scénario chiffré de trajectoire de désendettement? Du coup, j'ai dit oui, parce que voilà, il sait que je travaille comme ça. En fait, quand vous avez une intelligence artificielle, elle enregistre votre façon de penser, elle enregistre votre façon de travailler. Et elle finit par vous proposer un chemin de travail qui correspond à votre façon de penser. Donc voilà, donc on a une première vue voilà, de la façon dont on pourrait avoir une trajectoire différente de désendettement. Attention, tout ça doit être approfondi, on est bien d'accord. Mais ça nous donne un premier jet. Alors, ça, on était sur la rétrospective. Bon, je pense que c'est des choses qui sont en général assez maîtrisées par vous. Donc là, on a vraiment une aide. Je ne vais pas parler de la relation qu'il y a entre vos outils financiers comme Berger Levrault ou Cyril ou d'autres et la façon dont on peut dialoguer avec l'intelligence artificielle. On n'est pas à la question de l'automatisation, mais il faut bien voir que pour l'instant, les intelligences artificielles n'embarquent pas complètement dans ces outils-là. Et donc, il faut pouvoir extraire la donnée pour pouvoir voilà, en extraire la substantifique moelle avec l'intelligence artificielle. Alors, sur la prospective, j'ai pris un plan classique, on va dire, de travail en disant, bon, est-ce que je pourrais commencer par faire un diagnostic du territoire? L'idée étant que, à
partir du moment où j'ai fait mon analyse rétrospective, j'aimerais bien me projeter et je voudrais savoir ce que je vais faire demain. Donc là, par exemple, je vais demander, fais-moi un diagnostic du territoire. J'ai pris la commune sur laquelle j'ai composé ce webinaire, c'est-à-dire la commune de Vauvenargues, au-dessus d'Aix-en-Provence. Et je lui ai dit, voilà, peux-tu me faire un diagnostic territorial et des enjeux de cette collectivité-là? Alors, je n'ai pas fait une recherche approfondie pour pas que ça alourdisse. Il faut savoir que vous avez dans les intelligences artificielles payantes une capacité d'analyse assez profonde qu'on n'a pas quand on a des versions non payantes. Donc moi, je vous invite mais vraiment à acheter, disons, à acheter des versions payantes parce qu'elles vont beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Il faut savoir qu'il y a une fonction recherche approfondie, par exemple, dans ChatGPT, mais dans d'autres d'ailleurs, où quand vous leur proposez un prompt un peu conséquent, il peut y avoir jusqu'à 25 minutes de réflexion. Et on obtient des choses qui sont extrêmement complètes. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait, j'ai fait juste rapidement, donc c'est une demande très rapide. Et il me fait une proposition d'analyse du territoire. Donc voilà, sur les 3 champs que je lui avais demandé, développement économique, parce que je l'ai contraint dans la réponse, cohésion sociale et préservation de l'environnement. Il en déduit un certain nombre d'enjeux clés pour le prochain mandat. Voilà. Et puis, il me propose un certain nombre d'actions ici à mettre en œuvre, avec des pistes de livrables rapides. Si on veut avoir comme on dit, des quick wins. Voilà. Donc, enjeu clé pour le prochain mandat, tout ça. Une fois que j'ai ça, je vais lui demander, pour chacune des actions concrètes, enfin des axes concrets qu'il m'a proposés, je lui dis, tiens, donne-moi 3 opérations concrètes avec, et c'est important pour moi en termes d'évaluation de politique publique, les effets attendus, bien sûr, mais les effets négatifs qu'il pourrait y avoir à mener une politique publique. Je vous invite à rejoindre les webinaires ou les formations sur les paradoxes de la décision publique. Souvent, on pense une politique publique sans en imaginer éventuellement les impacts négatifs. Bon, je pense que c'est important de le faire. Donc là, moi, je lui demande à l'IA de le faire, de me donner aussi les impacts négatifs. Donc là, ici, j'ai un tableau avec l'ensemble des activités qu'il m'a proposé. Oui, bon, ça, c'est pas très lisible, donc on lui demande de faire une extraction. Et je vais, du coup, alors je lui demande une extraction Excel, et j'ai là ici, rangé selon les 3 thématiques que je lui avais demandé, un tableau dans lequel il y a sur les thématiques identifiées, je n'ai pas tout déplié, mais voilà, une estimation des coûts, et je lui ai demandé aussi de lisser, alors je vais lui demander, non, je ne l'ai pas fait pour là, de lisser l'ensemble des investissements pour que ces 6 millions-là soient répartis correctement sur 2026, enfin de 2026 à 2031, parce qu'on imagine bien par exemple que les 3 millions 190 pour cette commune-là ne pourront pas être absorbés en 2027, ni en capacité financière, ni en capacité à faire pour les services. Voilà, ça c'est les enjeux clés. Donc je reviens à ce prompt-là. Et ici, je vais demander pour ça chacun de ces enjeux concrets, donner le coût des opérations, les effets induits attendus. Ah c'est ce que je viens de faire. Et voilà, c'est ça. Et donc, je vais aller directement à la diapositive d'après, dans laquelle je retrouve ici quelque chose d'un peu plus complet, en plus de la dimension financière. Je lui ai demandé de compléter l'analyse en me donnant les effets induits attendus et les impacts négatifs potentiels, de façon à pouvoir les anticiper et y travailler par avance, et puis de me fournir ici les indicateurs éventuellement qui auraient besoin de suivre. Ça, alors, pour le coup, les IA sont assez pertinentes et efficaces dans l'identification des indicateurs. Ça, notamment parce qu'en fait, comme ils vont chercher dans des rapports opérationnels, ils vont chercher des indicateurs qui sont des indicateurs productibles. Là où de temps en temps, quand on voit des projets de territoire ou PCET ou PAT ou documents, où on a parfois des indicateurs qui ne sont pas hyper pertinents. Alors, comment à partir de là, on peut affiner une PPI? Bon, là, j'ai pris toujours dans le sud de la France une collectivité qui est c'est le Puy Saint-Loup, tout simplement, dans laquelle on a repéré, enfin, j'ai repéré, parce qu'on a pas un certain nombre de projets. Il y en a 11 ici. Alors, oublions les sommes qui sont ici pour l'instant, mais voilà ici l'ensemble des
des projets un peu structurants de la collectivité, installer un pump track, des sentiers de trail balisés, un crématorium, etc. On a une justification ici quand même du coût, oui, parce que quand même, je lui demande, alors à chaque fois, on peut affiner, hein, c'est-à-dire que quand vous faites de la prospective, il y a une chose qui est intéressante, c'est de se dire quel est le coût de l'ensemble des actions que je suis en train d'engager. Et je pense que c'est important de le calculer parce que quand vous écrivez, par exemple, un PCAET, et j'en vois beaucoup qui ne sont pas budgétés, on se dit que ça ne sera jamais mis en œuvre parce que une action non budgétée, en fait, elle n'est pas mise en œuvre. Mais là, déjà, on peut demander à l'IA de nous aider à encadrer le coût global d'une action. Par exemple, je sais pas, la piste cyclable ici, réaliser 20 km de piste cyclable, on sait que c'est 250 000 euros pardon, par kilomètre. Bon, ça, c'est des données qui sont ajustables éventuellement, et donc on peut affiner. Donc, ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, si on n'est pas d'accord complètement avec le montant ou la somme là qu'il nous a donnée, à ce moment-là, on peut demander d'affiner un peu. Partant de là, à partir de cette liste d'activités, je vais lui demander d'établir une PPI sur les 11 projets envisagés. Hop, donc c'est le tableau qu'on voit au-dessus, mais je vous montre la façon dont il procède. Hein. Parfait. Je vais transformer cette liste de 11 projets en PPI annuel d'investissement. Très bien. Donc, il reprend les axes. Alors, il faut savoir qu'ici, quand il reprend les axes stratégiques comme ça, etc., c'est que moi, je le lui avais demandé. Hein. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas naturellement forcément, mais il adopte ou il épouse la forme que je lui ai demandé au départ. Quand je vous disais au départ, on raisonnait par segmentation stratégique, là, il le fait selon la façon dont je lui ai demandé de côté. Alors, veux-tu que je répartisse ce PPI sur une programmation pluriannuelle? Oui, puisque effectivement, je souhaitais, je ne vais pas donner comme instruction là tout de suite, mais là maintenant je le fais, je souhaitais que ce soit à peu près étal, qu'on n'ait pas des pics de production à certains moments, puis des moments où on est en sous-production, et ça permet de préparer les débats d'orientation budgétaire, ou en tout cas les conférences budgétaires, ça dépend comment chacun les appelle, avec les élus pour faire des choix de priorisation. Donc là, il me répartit les sommes de façon à peu près équitable entre 2026 et 2030, 2031. Voilà. Ce phasage permet d'équilibrer la charge financière, d'étaler les grands projets d'infrastructure, etc. Veux-tu que je prépare ce PPI sous forme d'un diagramme de Gantt? Oui, allons-y, puisque pourquoi pas. Et donc, il va nous produire. Alors, c'est intéressant parce que ça donne des éléments visuels rapidement, et on sait bien qu'une cartographie d'activité ou un Gantt, ou enfin, etc., sont assez lisibles, et donc ça permet de réaliser des supports de présentation assez rapidement. Donc voilà, là ici par exemple, on dit sur les 11 projets qu'on avait, comment est-ce qu'on pourrait les répartir, les étaler, et voilà une proposition qui respecte les équilibres financiers ou d'investissement annuels qu'on a identifiés à la diapositive d'avant. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Alors là, j'ai repris, on va la passer celle-là, on va gagner du temps, on est toujours dans la même chose. Là. Tout à l'heure, on a parlé de soutenabilité, et donc maintenant que j'ai fait une espèce de PPI prospective, sur 11 projets, hein, bien sûr, je lui demande de regarder la capacité financière annuelle et de voir si ma PPI est soutenable. Donc, on va parler de soutenabilité de la PPI. Donc, il me fait une analyse de soutenabilité, sachant qu'il reprend les éléments de la partie rétrospective dans lesquels il sait les marges de manœuvre. Voilà. Donc là, il me dit, en résumé, le PPI est soutenable sans tension majeure, avec seulement en 2025 un léger déficit. Alors, je vais dire, OK, comment on fait pour… alors non, là, il nous donne un certain nombre de graphiques. Très bien. C'est vraiment les graphiques qu'on retrouve dans une analyse financière habituelle. Hein. C'est plutôt pas mal fait. Encore une fois, on verra tout à l'heure, mais je trouve que Claude, l'autre intelligence artificielle, fait des trucs un peu plus jolis. Mais une fois qu'on a ça, on a les données et on est capable de faire
de faire un peu mieux. Voilà. Voulez-vous que je prolonge ce test jusqu'en 2031 en intégrant la fin de mandat, voilà, pour vérifier la soutenabilité complète? Ah oui, j'aimerais bien aller jusqu'au bout du mandat. Et je lui demande de proposer un étalement ou un report du projet pour que l'année où il y a une petite difficulté, il n'y ait pas de difficulté justement, et donc il me fasse une proposition sur le ou les projets qu'on pourrait avoir à reporter ou à différer. Enfin, voilà. Et donc, hop, il me propose une analyse, soutenabilité, donc il nous fait deux tableaux, l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. Hop. Voilà. Et voici la comparaison avant et après un étalement du PPI. Donc en fait, on peut faire varier les hypothèses, mais d'ailleurs sur nos logiciels aussi, hein, les hypothèses très vite. Voilà, et ça nous permet d'avoir un certain nombre de graphiques. Et derrière ça, bien sûr, on peut aller faire ou refaire ou retourner faire nos analyses sur nos logiciels de finance quand ils le permettent en fonction des requêtes qu'on peut avoir à demander. Bon. Hop, je passe à la diapositive d'après. Donc, on a ici, alors, diapositive d'avant, on a dit, voilà, oui, on a une soutenabilité. Et là, je lui demande de me faire rapidement, alors ça, c'est l'IA générative très simple qu'on sait utiliser en général, de faire une note stratégique pour les élus. Voilà, qu'ils aient une ou deux pages à lire, pas plus. Sur la question des investissements. Bon, c'est important parce que souvent, on présente des documents extrêmement riches et fournis à nos élus et tous ne sont pas aguerris à la chose financière. Et donc, on peut avoir… voilà, alors, donc, on a notre stratégie qui arrive et, pardon, c'est écrit en petit sur le côté, mais on a l'ensemble des analyses qui sont proposées ici. Donc, ça va assez vite. Ça permet d'avoir une première vision et des premières analyses qui seront bien sûr à approfondir d'un point de vue financier. Bon, donc là, on a quoi? On a la PPI du passé qui a été reconstituée grâce à nos analyses IA. Alors, attention, il faut faire attention sur la capacité de nos IA à traiter une grande quantité de données. Quand vous faites une analyse rétrospective sur une année, par exemple, le fonctionnement, investissement d'une collectivité, j'ai envie de dire de taille moyenne comme celle qu'on a là, 50 000 habitants, etc. On a des bases de données extraites de nos logiciels de finance, donc Cyril ou Berger-Levrault, qui font pour une année environ 40 ou 50 000 lignes. C'est déjà pas mal. Et si on veut faire une rétrospective sur un bilan, sur un mandat, pardon, bon, moi je l'ai fait plusieurs fois, c'est des extractions de base, c'est environ 180, 200, 250 000 lignes. Bon, ça, il faut être très clair. Aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, ne sait pas gérer il faut passer par d'autres plateformes, comme par exemple Airtable, dont on ne va pas parler aujourd'hui, et même Airtable n'est capable de traiter que 150 000 entrées, ce qui veut dire que le recours aux tableurs Excel et ou à nos logiciels finance est toujours d'actualité. On ne pourra pas s'en passer du tout. Voilà. Mais pour faire une PPI comme ça du futur, sur un nombre d'engagements ou un nombre de projets limités, là, on est par exemple dans la ville de Pertuis où il doit y avoir, je ne sais plus, 150 ou 160 projets identifiés pour jusqu'à 2037. Donc, on a une collectivité qui se projette vraiment très loin. L'intelligence artificielle est largement suffisante pour rééquilibrer les plans de charge. Vous voyez, de 2025, on voit qu'il y a une baisse progressive là vers la fin du mandat, et c'est normal, hein, du nombre de projets. Donc, on sait que si on n'a pas une capacité d'investissement de 8 millions, il va falloir étaler un peu dans le temps. Une fois qu'on a notre PPI, donc là, j'ai un autre tableau, mais c'est alors Excel pour le coup, parce qu'on a besoin effectivement pour des quantités de données importantes de recourir à Excel. Je vais commencer à rentrer dans la cotation. On parle donc de budget soutenable ou durable. On va commencer à rentrer dans la cotation. Derrière chaque action, je vais les décrire après la façon de faire, derrière chaque action, on peut avoir un score. Alors ici, par exemple, c'est le score sur le référentiel des ODD. Voilà, on regardera tout à l'heure la taxonomie ou d'autres, la boussole écologique, mais on peut avoir un score de performance, je ne détaille pas par ODD, mais qui donne une vision déjà
la pertinence ou la performance au regard de ce référentiel ODD de chacune de mes activités. Et je peux commencer à identifier des activités qui ne sont pas très vertes, on va dire, et d'autres qui le sont parfaitement. Et c'est ce qui nous permet de commencer à avoir un budget coloré, on va dire. Voilà. Alors, j'ai juste une façon de présenter les choses. Ici, on a une PPI. Alors, c'est le tableau qu'on avait au-dessus, hein, la PPI à 2037, là, que je visualise comme ça en disant, regardez, sur les différents thèmes, aménagement urbain, éducation, énergie, etc., environnement, on a des investissements qui sont prévus et on peut mettre ici, par exemple, deux informations qui sont importantes qu'on avait tout à l'heure, c'est la capacité financière que la collectivité a effectivement à investir. Et donc là, on voit par exemple que pour 2025-2026, on a sans doute trop de projets. Et puis surtout, la capacité humaine, parce qu'il y a souvent une différence, on ne va pas le traiter ici, mais il y a souvent une différence entre la capacité financière et la capacité humaine. J'ai une capacité de 5 millions d'euros d'investissement annuel constatée sur les 2 derniers mandats, mais j'ai une capacité à réaliser que 3 ou 4 millions par an, et donc c'est un vrai sujet. Donc si par exemple je veux pouvoir dire, tiens, mais je vais objectiver qu'il y a des projets que je veux mettre à plus loin ou plus tard, je peux faire une analyse sur un projet particulier. Donc là par exemple, j'ai pris une des activités à la ville de Pertuis qui veut créer un nouveau parking de 80 places. Je le fais selon la taxonomie européenne, on y reviendra tout à l'heure, selon un prompt qui a été parfaitement travaillé pour dire, bon, donne-moi la cotation ici qui arrive de cette activité au regard des critères du développement durable, taxonomie européenne, artificialisation, adaptation, etc., de mon activité. Et je vais dire aujourd'hui que cette activité-là de création d'un parking a une note, on va y revenir plus rapidement plus lentement sur la cotation, mais une note qui n'est pas très bonne. Donc, on peut très bien dire, si cette note n'est pas très bonne, et à moins que ce soit une volonté politique très forte, peut-être que, comme elle a une valeur politique moyenne, un impact environnemental mauvais, et qu'elle comporte aussi pas mal de risques de toute nature, politique, financier, technique, environnemental, etc., peut-être que cette activité, on peut la surseoir et la mettre à un moment donné un peu plus loin, en tout cas se donner le temps de la réflexion. Ça c'est des tableaux qu'on peut présenter aux élus. En général, ça ne parle pas trop mal, ça va bien. Alors, côté, on va rentrer dans la logique de cotation maintenant pour le budget. Là, ici, je reprends les axes de ma collectivité. Là, je regarde les projets, sans doute, je ne sais plus combien de projets, mais bref. Et donc, je vois qu'en fonction des champs d'action, j'ai une moyenne de cotation. Par exemple, sur l'énergie, je vois que cette collectivité-là a des projets qui sont super bien cotés en termes de taxonomie européenne. Et puis, par contre, sur les mobilités, oui, bien sûr, il y a de la construction de voies, une cotation qui est pas très bonne. Donc là, par exemple, j'ai sur mes différents projets, donc ça c'est juste l'extraction de la PPI de la collectivité. Et je vois que, par exemple, le financement de la déviation sud-ouest est ultra mal coté sur cette échelle de la taxonomie. Voilà. Bon, là, on a la cotation faite par l'intelligence artificielle qui rappelle, voilà, sur les différents critères de la taxonomie. D'ailleurs, entre parenthèses, au passage, ce que demande on va y revenir après, mais ce que demande l'État sur l'annexe verte porte uniquement sur ces 2 critères-là, pour l'instant, et pas sur tous les chapitres de la nomenclature budgétaire. Donc, on a une vision nécessairement partielle quand on fait une annexe verte selon ce que demande l'État pour l'instant. Voilà. Alors, on peut rajouter un certain nombre d'indicateurs. Juste cette diapositive pour dire que pour aider les élus à côté et pour donner des informations financières, mais pas que financières, à nos activités, il y a 2 systèmes de valorisation qui sont possibles. Un, les indicateurs habituels, voilà, à gauche, qu'on s'est donné, et puis 2, les indicateurs j'ai envie de dire ici de conformité, je ne vais pas entrer là-dedans, mais qui sont des indicateurs mesurés dans des référentiels comme les ODD, comme la taxonomie européenne. Alors, ici, je vais lui demander pour une activité donnée de créer un radar de performance. Alors, tout ça pour montrer qu'on peut... alors, c'est Claude cette fois-ci, ce logiciel.
c'est qu'on peut rapidement créer des documents visuels qui sont assez intéressants. Voilà, par exemple ici, radar de performance, radar de performance sur une activité qui est l'activité, j'ai loupé l'activité, bon c'est pas grave, mais dans laquelle voilà, il nous donne à la fois, ça c'est aussi parce qu'on lui a demandé, à la fois le radar et derrière immédiatement l'ensemble des actions à éventuellement mettre en œuvre pour que, par exemple, si ce radar-là est pas très positif en termes de score ODD, de pouvoir le modifier. Alors, ici, par exemple, hop, je poursuis sur la création de radar et je vais lui demander voilà, de refaire la même analyse. En fait, on peut à l'infini, sur toutes les activités qu'on veut, reproduire les analyses. Et là, ici, je lui demande de refaire la même analyse pour une activité visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et l'activité, c'est changer progressivement le carburant, voilà, l'utilisation, où est-ce que je peux agir? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir des activités que je peux modifier, changer, faire évoluer? Donc là, par exemple, je n'ai que des voitures qui utilisent du gaz, enfin du pétrole fossile, et je veux passer à des carburants de synthèse. Je lui demande de me faire une analyse avec vision de l'évolution de l'activité. Si je passe d'une situation A à une situation B, je lui donne une situation cible et il va me donner la vision. Alors, parfois, ici, là, j'ai un peu réduit de temps en temps le temps d'analyse. Parfois, ça peut durer jusqu'à 1 minute, mais bon, ça va quand même relativement vite. J'espère que je n'ai pas laissé trop longtemps. Sinon, on peut accélérer. Hop. On peut accélérer. Ah, je n'ai pas coupé. Voilà. Et on arrive à quelque chose qui est relativement structuré. Hop là. Pardon. Je vais le remettre. Voilà. Et qui se retrouve être animé. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire, quand on a envie de faire des analyses et proposer des choses à ses collègues, en quelques minutes, on est capable d'envoyer, parce que ça se publie très bien, et on est capable d'envoyer à ses collègues les analyses. Alors, par exemple, ici, je vais vous le montrer. J'ai demandé une publication en direct. Alors, hop, je vais vous la présenter. J'espère que ça va rentrer dans le tableau. J'espère que vous voyez. Et donc, voilà, ici, on renvoie sur un endroit partagé dans cette application de Claude là, enfin IA Claude. Ici, voilà, des choses qui sont bon, évidemment c'est rigolo, on s'amuse, mais c'est intéressant parce que ça permet de donner à voir aux élus les cibles qu'on cherche. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de donner des situations cibles recherchées. Voilà. Et derrière, pour atteindre la situation cible, on a un certain nombre de recommandations qui sont proposées. Voilà, développer la production d'électricité renouvelable locale, bon, etc. Je ne vais pas les lire toutes, mais on a ici pas mal d'informations qui sont autant d'idées qu'on peut retenir ou pas pour avoir une stratégie d'amélioration de l'activité en question. Je continue ici. Hop. Donc, l'intelligence artificielle est capable, sur des informations ou des activités données n'importe quelles, de générer des graphiques très, très rapidement. Alors, ça, c'est utile, par exemple, pour ceux qui soit n'ont pas d'informations, soit ne savent pas manipuler Excel, ou voilà. Et ça fait des choses qui sont quand même relativement propres assez rapidement. Bon. Il faut être capable de commander la forme à l'intelligence artificielle, et il va vous fournir à peu près toujours les mêmes modèles. Donc, ça veut dire qu'on peut créer des rapports d'activité, des rapports prospectifs, un rapport de n'importe quelle nature, très, très rapidement. Je vais vite.
voilà. Et ici, il nous dit, voilà ce que j'ai fait. En fait, tout ce qui est ici, la design environnemental, couleur rappelant, tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut paramétrer pour avoir en fait la couleur qu'on veut. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc voilà, donc on peut créer à volonté, et ça nous donne les données pour aller le faire dans Excel ou dans des solutions ad hoc, marché d'évaluation de politique publique, d'aller générer rapidement nos documents. Donc, je donne quelques exemples ici obtenus grâce à l'intelligence artificielle. Une collectivité souhaitait, on avait neutre, vert, ultra vert, etc., mais souhaitait regarder, comment analyser son budget depuis 2019 jusqu'à 2025. Donc, on a regardé, c'est là où je vous disais qu'il y avait 250 000 lignes à analyser. Alors, l'intelligence artificielle nous a aidés, mais pas que, parce qu'elle n'est pas capable de gérer 250 000 lignes, il faut être très clair. Voilà, mais on a eu quand même une analyse, voilà, de la soutenabilité du budget sur les activités qui sont très très noires, par exemple, puis celles qui sont très très vertes, et puis celles qui sont très très vertes. Voilà, bon. Et donc ça nous donne une rétrospective de la verdicité, la soutenabilité du projet. Le référentiel qui a été utilisé pour cette analyse-là, c'était la taxonomie européenne. Bon, c'était le choix de se conformer aux éléments de l'État. Et derrière, on a rapidement pu donner à lire ou à voir que sur un certain nombre d'activités, d'actions, par exemple ici, c'était la restauration dans les cantines et les crèches, on a rapidement vu on a pu analyser rapidement que ici, on avait une verdicité de l'alimentation qui était à 60% noire. Ça n'allait pas du tout parce qu'on a énormément de fournisseurs qui sont des fournisseurs de surgelés et puis en plus qui sont en dehors du territoire. Donc, l'intelligence artificielle nous aide à poser des questions. Peut-on relocaliser une partie des achats? Peut-on réduire la proportion du surgelé, etc., etc. Et qui font qu'on va aller plus vite dans les arbitrages budgétaires futurs. Bon, je vais passer sur la production d'indicateurs. Ce qui, en revanche, est intéressant, c'est que, donc, on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où on génère une cartographie des activités avec tous les projets qui sont ici, qui peuvent concerner à la fois le fonctionnement et l'investissement, il n'y a pas de problème. On a aussi ici l'ensemble des indicateurs qui sont identifiés. Et le taux de soutenabilité associé. Donc, en fait, si j'ai envie de justifier que mon activité est vraiment vertueuse ou ne l'est pas, je peux dire, OK, comment je justifie que c'est 73, etc. J'ai les indicateurs ici qui vont me permettre de dire voilà ma performance. Par exemple, formé à l'éco-exemplarité, on va voir ici quel est le tonnage du gaspillage alimentaire dans les écoles, par exemple, pesé, et puis ça va nous permettre d'illustrer que, effectivement, on est sur une note qui est plutôt positive parce qu'on a un ramassage du nombre de. Enfin, il y a un volume de gaspillage qui a diminué. Alors, sur la cotation, rapidement, à partir du moment où on veut faire un budget vert ou d'un budget soutenable, on est confronté à la question du choix des référentiels. Il y en a plein. Et moi, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de choisir. Ou plutôt, on peut en choisir plusieurs. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il y a les 2 référentiels attendus de la taxonomie européenne avec la méthode I4CE ici, qui regarde les 2 premiers axes de la Oula, je vois que le temps passe très très vite. Voilà, et puis les ODD. Bon, peu importe, à la limite, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est capable d'avoir un prompt d'évaluation rapide. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont. Moi, je vois que je passe beaucoup de temps en ce moment dans les collectivités à aider ceux qui veulent rentrer dans l'intelligence artificielle à structurer correctement leur prompt. Bon, là, par exemple, celui-là a été déjà pré-travaillé. Donc, dans toute l'activité que j'ai eue à travailler avec cette collectivité-là, eh ben, je lui avais donné des éléments de travail sur la cotation, les cotations des 2 référentiels. Donc là, il me fait un prompt sur la taxonomie européenne. Donc, c'est tout ce que je lui demande de faire comme réponse et d'analyse sur une activité. Et je lui demande après de le transcrire ou de transposer dans le référentiel de la boussole écologique. Comme ça, j'ai un autre prompt qui me permet de faire la même analyse, mais selon un autre référentiel. Et ces prompts sont structurés.
Donc ça, c'est le truc que vous pourrez piquer à la fin de la présentation pour dire, bah, tiens, je peux utiliser ces prompts-là. Donc je vais aller vite. Et puis je lui demande après de réaliser un test sur une activité particulière. Donc tester ces prompts. Vraiment, la question de la structuration des prompts est fondamentale. Parce que si on prompte mal, on a des mauvais résultats et on n'est pas content et on pense que c'est nul. Vraiment, moi j'insiste sur le fait qu'il faut avoir des prompts extrêmement structurés. C'est exactement comme vous faites une dissertation de philosophie, vous faites un plan en béton, parce que si vous commencez à écrire tout et n'importe quoi en disant tiens, je vais disserter au fil de l'eau, bah, vous allez obtenir une note de philo qui ne sera pas bonne, je vais dire. Voilà. Donc là, il me fait une analyse sur je vais aller un peu vite, sur une activité créer des sentiers de promenade. Et donc, j'ai une valorisation de l'activité ici qui me permettra, alors je vais aller vite, donc là ici, j'ai un certain nombre de notes avec des interprétations en disant, bon, c'est une très bonne note. Et ce qui est, alors je ne vais pas le refaire pour les ODD parce qu'on n'a plus le temps, c'est pas grave. Donc, on a ici un prompt édité, vous pouvez le reprendre une extenso, hein, et ça vous fera les analyses. Mais qui nous permet, voilà, et c'est le propos de fin que je voudrais avoir avec vous, qui nous permet d'avoir une vision consolidée de l'ensemble des référentiels qu'on aura pu appliquer, par exemple ici la boussole écologique. Je ne vais pas vous refaire parce que je me rends compte que c'est un peu long le truc, je vais aller directement à la fin. Donc ici, il m'a coté mon activité, donc comme on l'a vu juste avant, c'est le même principe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer rapidement des radars, voilà, qui nous disent comment se comporte notre activité selon ce référentiel. Donc là, ici, j'ai par exemple dans une collectivité aménagé une déchetterie qui est sur les ODD à un score qui est moyen, mais qui est une activité qui sera obligatoire. Et puis ici, créer un festival de biodiversité qui a un score super sur les ODD, mais que la collectivité ne souhaite pas retenir parce que en fait, ça n'intéresse pas. Ça, je vais passer. Alors, puisqu'on n'a plus le temps, je vais aller vite. Je vais passer sur les ombrières et d'autres calculs qui ont été faits. Bon, vous pourrez les lire. On vous enverra le document. Mais ce qui est intéressant à la fin, c'est que, donc je vais passer sur des exemples concrets. Et ce qui est intéressant à la fin, c'est de se rendre compte que, et là, ce chapitre est pour moi le plus important. Alors, je vais passer sur les ODD. Voilà, pareil, hein, on a des choses qui sont extrêmement bien léchées quand on veut faire des rapports, ça va très très vite. Mais ça très clairement, hein, ce genre de rapport, c'est fait en quelques minutes. Hein. C'est là où on gagne un temps, mais colossal. Donc je vais passer sur les ODD. Je vais juste dire qu'on peut faire exactement la même chose avec l'impact CO2. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'on a plusieurs référentiels qu'on peut appliquer sur une activité. Par exemple, ici, on peut lui demander du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on réduit l'utilisation du gazole pour aller sur du carburant de synthèse, on peut rapidement baisser l'impact carbone de 76%, mais bon, ça nous coûtera peut-être 10 ou 15% plus cher. Voilà. On peut le faire aussi sur les risques. Je ne m'étends pas, mais rapidement, on a la cartographie des risques associés, puisqu'en fait, c'est les mêmes activités sur lesquelles on va appliquer un critère de risque ou d'évaluation de risque. Donc là, par exemple, je suis capable de dire, tiens, sur un certain nombre de… à Pau-Orthez, là, par exemple, on a des activités là, ici qui sont voilà, cartographiées. Et surtout, à la fin, voilà, la décision, on peut agir sur des multicotations, c'est un mot que j'ai inventé, quoi, multicotations décisionnelles, à laquelle on se dit, bah, tiens, si je regarde mes politiques publiques selon plusieurs référentiels, là, par exemple, les ODD, développement durable, la contribution aux politiques publiques ou les risques qui sont identifiés, bah, je peux me dire que j'ai des activités comme par exemple la rénovation de l'école maternelle qui sont pas en risque du tout, qui roulent. Par contre, on a une étude de faisabilité de la rénovation et l'extension du palais des congrès qui, elle, pose problème parce qu'elle n'est pas de développement durable du tout, elle est politiquement pas soutenue et en plus, elle comporte tout un tas de risques. Donc, ici, on a des éléments d'analyse qui nous font,
qui font qu'on doit réfléchir à cette activité-là, on y va pas, et si on y va en connaissance de cause. Donc là, par exemple, c'est une cotation d'une partie des activités d'une collectivité avec le budget, ce qui fait une coloration du budget quand même, mais qui fait une coloration différente en fonction des axes qu'on prend. On voit bien que les ODD, par exemple, la taxonomie européenne, taxent pas forcément de la même manière, ne codent pas forcément de la même manière. Et donc, du coup, on peut arriver effectivement à des injonctions contradictoires. En termes de décision publique, ça c'est important, parce que je peux avoir une activité qui n'est pas du tout soutenable en termes de développement durable, mais qui est totalement souhaitée d'un point de vue politique, qui n'est pas terrible sur le plan des ODD, et puis qui comporte quand même pas mal de risques. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas y aller quand même. Et dans cette activité dont on sait qu'elle risque d'avoir des effets environnementaux négatifs, ont un score politique fort parce qu'elle embarque sur des politiques publiques qui sont totalement souhaitées. C'est ce qu'illustre ce tableau-là, dans lequel, pour faire une hiérarchisation des projets ici d'une collectivité, d'une interco là, en Bretagne, donc on a toujours cette segmentation stratégique ici, on reprend les axes politiques de la collectivité. Donc, par exemple, on avait dans le projet de territoire des éléments de lutte contre le mal logement, de lutter contre l'artificialisation, de lutter contre la précarité énergétique. Je regarde l'ensemble de mes projets, je passe au crible avec l'IA de mes critères ici, ou de mes scores ici. Alors, je les reproduis ici dans Excel, mais qui montrent qu'il y a des projets qu'on peut mettre prioritairement et puis d'autres qu'on ne va pas mettre prioritairement. Bon, il se trouve qu'ici, le maire de Perros-Guirec avait très envie d'une nouvelle maison médicale, mais on lui a dit, ben non, mon vieux, là, c'est pas totalement prioritaire politiquement, donc on n'y va pas. Pareil pour ou on n'y va pas, ou tu y vas tout seul. Pareil ici pour une préfecture dans le cadre du CRTE, qui a délivré beaucoup d'aides aux communes, et pour lesquels on a dit, bah, tiens, on va faire une cotation. Alors ça, c'est la taxonomie européenne, auquel on a rajouté un élément de développement social qui ne se trouvait pas dans la taxonomie, choix avec la préfète de le faire. D'ailleurs, on voit que la contribution sociale est la plus forte, ici, en bas à droite. Et donc, on a pu colorer a posteriori, après, elle l'a fait a priori, mais là, on a coloré a posteriori les budgets qui ont été attribués aux différentes communes, je n'ai pas mis les communes là, mais qui sont porteuses de ces projets-là. Voilà. Donc, on a, en termes de budget, on a une capacité à voir la performance des activités, enfin, la performance à l'activité, selon différents référentiels. On peut en rajouter d'autres, bien sûr. Et ça va très vite avec l'intelligence artificielle pour coter. Donc, en fait, quand on a peur de faire une cotation, il faut se dire que ça va très, très vite. J'ai presque fini. On peut consolider par axe stratégique et se dire, tiens, par exemple, sur l'aménagement du territoire, voilà mes cotations, ou sur le développement économique, voilà mes cotations, et puis on peut avoir une cotation stratégique, c'est-à-dire sur chaque axe stratégique, ou si on a les politiques publiques qui sont clairement identifiées, sur des politiques publiques, pour dire, voilà, comment se comporte mon budget. Voilà. Par exemple, ici, sur animer le territoire, on a un budget où on peut aménager le territoire, 85% du budget qui correspond à 58 millions qui est coté plutôt positivement. Voilà, après ça, c'est de la présentation. Voilà, et chaque action peut générer donc un plan d'action automatique. Voilà, je vais pas aller tellement plus loin. Oui, parce que ça c'est des éléments qu'on n'abordera pas. Mais voilà un panorama très rapide qui balaye bien sûr pas sur tout, mais qui montre à quel point on peut utiliser l'intelligence artificielle utilement. Il y a des limites, je pense qu'il y aura peut-être des questions là-dessus. Il y a des limites, on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tiens, je te donne tous mes documents, puis tu me fais mon ROB pour 2026. Ça ne marcherait pas. Il va falloir le segmenter, il va falloir le travailler étape par étape, il va falloir travailler sur la rétrospective et les différents éléments de la rétrospective, la prospective, ces différents éléments, etc. Et ensuite, faire un document complet. Alors, bien sûr, on peut arriver à l'élaboration d'un ROB très rapidement. Ça va très, très vite, mais pas juste un clic. Voilà. Donc, s'il y a des questions, écoutez, Miguel, moi, je vous remercie infiniment. Je crois que le terme passionnant est revenu dans 50% des réactions en ligne durant votre webinaire. Donc, effectivement, c'était passionnant. On se rencontre du faisable, de tous les possibles, effectivement, que l'IA nous permet. Alors, on a eu beaucoup de questions, mais très pratico-pratiques, j'ai envie de dire, et très
liées à un projet dans les collectivités. Voilà, il y a quelqu'un qui souhaiterait faire une étude de soutenabilité d'une nouvelle cuisine centrale au niveau de sa commune. Donc, il demande quelles sont les données, tarifs, personnel, nombre de repas qu'il faut fournir à l'IA sur cette étude. On a eu aussi beaucoup de personnes qui nous ont demandé si j'aimerais bien voir ce qui a été injecté en amont des requêtes, que vous me donniez un prompt pour arriver à de tels résultats. Donc là, voilà, effectivement, sur un format contraint, aujourd'hui, on n'a absolument pas le temps. Et c'est pour ça que je vous enjoins véritablement à aller suivre la formation que Miguel prodigue à nos côtés, parce que vous pourrez avoir vraiment des cas pratiques sur les questions que vous vous posez sur vos propres problématiques. Par contre, je vais vous poser une question, Miguel, et effectivement, c'est important. Je suppose que vous utilisez un chat GPT payant. Est-ce qu'on peut arriver à de tels résultats avec une solution non payante de ChatGPT ou des autres IA disponibles sur le marché? Pour être très clair, non, enfin oui, c'est-à-dire qu'on peut arriver à un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple. Je travaille dans une collectivité là où il y a le DGA, ressources, etc., qui travaille sur son budget soutenable. Et puis il a une stagiaire, enfin il a une alternante qui travaille avec lui. Lui, à la version payante, elle non. On voit bien que ça ne produit pas du tout les mêmes choses. Alors oui, on peut obtenir un certain nombre de choses. Oui, oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes, même avec une version non payante. Mais dès qu'on veut, par exemple, télécharger des fichiers un peu lourds, ça, on ne les a pas. Et donc, on ne peut pas conditionner correctement l'intelligence artificielle à ce qu'on veut obtenir d'elle. Donc, moi, je ne conseillerais pas du tout dans une collectivité d'utiliser des versions non payantes parce que vous allez être vite frustré et vite déçu. Et vite, vous allez dire ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je conseille vraiment, vraiment. Alors après, ça, c'est une stratégie d'acquisition d'outils pour la collectivité, mais bien sûr. Je conseille vraiment voilà. Et pour revenir sur la question tout à l'heure, le coût repas, etc. Oui, bien sûr, on peut aller très, très vite dans un business model, j'ai envie de dire, pour une cuisine centrale, de savoir les retours sur investissement. Là, pour le coup, c'est vraiment très puissant, l'intelligence artificielle, si on lui donne les bons prompts, mais c'est toute la science qu'il faut avoir, c'est faire les bons prompts. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, pour plaisanter, parce que vraiment, ça on le verra lundi, mais dans d'autres formats, mais la capacité à correctement interroger est fondamentale. Et je suggère de refaire un cursus, un master de philosophie pour être bon dans l'art d'interroger. Parce que finalement, c'est de la dialectique vraiment de la dialectique avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se contenter d'une première réponse, il faut affiner progressivement. Bien sûr. Et au bout d'un moment, l'intelligence artificielle comprend la façon dont on raisonne, parce qu'après, on lui dit, bon, maintenant, je suis satisfait de la réponse, fais-en un prompt générique que je pourrais réappliquer ultérieurement. Quoi. Non, c'est ça. Il faut entraîner l'IA, c'est le cas de le dire. Et puis, peut-être aussi, parce que ça, c'est possible, se créer, si on a une IA personnelle qui n'est pas pour l'ensemble de la collectivité, mais effectivement, se créer aussi un profil en disant, voilà, je suis directeur financier d'une collectivité de 45 000 habitants. Et donc, l'IA adaptera aussi ses réponses en fonction du profil que vous aurez créé sur votre compte ChatGPT ou autre. Alors, ce que je constate, moi, c'est que… Oui, allez-y. Oui, non, mais ce que je constate, c'est que dans les collectivités où il n'y a pas de stratégie d'achat, souvent, on a des utilisations sauvages d'intelligence artificielle, parce que chacun a envie, évidemment. Et donc, moi je trouve qu'il ne faut pas se l'interdire. Il faut utiliser, il faut y aller. Et puis, vous ferez la preuve qu'il faut aussi faire une acquisition pour la collectivité. Et donc, ça sera gagnant, quoi. Tout à fait. J'ai mangé la dernière question que je voulais. Ah oui, est-ce que potentiellement il existe aujourd'hui des solutions d'IA qui concerneraient directement les collectivités? Est-ce que par exemple la FIGES ou d'autres associations publiques auraient développé des IA qui permettent aux collectivités d'utiliser des choses déjà préparamétrées, on va dire, pour leurs problématiques spécifiques?
Alors oui et non. Oui, il y a des gens qui commencent à proposer des plateformes dans lesquelles il y a des protocoles ou des prompts ou des automatisations qui sont proposées. Donc ça commence à venir, oui. Et j'ai envie de dire non, parce que moi, je suis aussi en train de me former très fort au no-code et à l'automatisation, enfin, etc. Mm. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment et c'est assez normal, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de spécialisation pour le secteur public, pas vraiment. Donc, je pense que tout ça, c'est en cours de construction. Bien sûr, les solutions marché, elles, comme on finance par exemple, commencent à introduire de l'IA dans leurs propres solutions. Donc, ça va venir hein, très fort, ça c'est évident. Mais je n'ai pas repéré de choses qui soient Mm. vraiment dédiées. Oui, non. Et puis peut-être une dernière question avant de se Mais quitter. je suis Il y preneur, hein. a des personnes. Ah bah oui, nous aussi, donc on se tiendra au courant. Le fait d'utiliser plusieurs IA en parallèle, est-ce que ça va vous paraître une bonne stratégie, donc de Oui, rechallenger finalement ce qu'une IA oui. nous a donné à une autre IA? Est-ce que c'est ce Eh que ben vous oui. faites aussi ou pas? Eh ben, c'est ce que je fais. Et je vais vous dire, c'est extrêmement intéressant parce que, et comme elles n'ont pas les mêmes façons de réagir ou de produire des choses, il y a des choses qui sont satisfaisantes dans les unes et pas dans les autres. Alors, je vous disais par exemple, là, pour les deux que j'ai utilisés aujourd'hui, là, ChatGPT et Claude. ChatGPT est très très fort et très puissant sur la mobilisation de grandes quantités d'informations, mais je trouve que, et tous les graphiques, vous l'avez vu tout à l'heure, sont les graphiques les plus jolis sont les graphiques produits par donc Claude. Et ça m'est arrivé, par exemple, de me dire, tiens, l'analyse de Claude est un peu moins puissante que celle de ChatGPT. Par contre, je vais fournir à Claude les analyses de ChatGPT et je vais lui demander de me les illustrer. Et du coup, on obtient des choses qui sont un peu Ouais, meilleures. Après, ça, ouais, c'est une question ouais. de sensibilité. Voilà, moi, je suis très littéraire dans ma façon d'écrire les choses. Et donc, j'aime beaucoup Claude pour ça. Mais je dois dire que les analyses, par exemple, de retour sur investissement, ce genre de choses, sont plus puissantes pour l'instant avec ChatGPT. Bon. Et Donc donc, voilà. mais on peut utiliser plusieurs, hein, et c'est très intéressant. Si vous, par exemple, si vous regardez Grok, qui est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, là, elle est très, très, très bavarde. Elle dit énormément de choses, mais c'est marrant parce que, elle n'a pas de filtre, alors c'est rigolo aussi. Donc, quand on n'est pas satisfait sur une réponse, oui, ben, on peut la soumettre à plusieurs, et puis ça peut être intéressant d'en prendre le meilleur, quoi. C'est ça. Bah écoutez, Miguel, je vous remercie encore infiniment pour cette synthèse qui n'était pas évidente à faire dans le temps imparti. Mais voilà, je vous invite encore une fois à venir suivre la formation sur révolutionner la gestion financière de sa collectivité avec l'IA que Miguel anime à nos côtés. Et là encore, voilà, vous pourrez, dans des cas pratiques, mettre vos propres problématiques à contribution et créer des prompts efficaces pour répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez. À très bientôt, Merci. Miguel. Bon appétit à tous. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire. Bon appétit, Merci. bonne journée. Au revoir.